Père invéranciel à vous, chers frères, soyez tous salués. Que le feu solaire illumine vos vies et que sa lumière ne cesse de briller et de brûler au plus profond de vos cœurs. Aujourd'hui, dans cette troisième leçon, nous allons parler de la psychologie révolutionnaire. Pour le dire autrement, cette leçon est intitulée la psychologie révolutionnaire ou la psychologie gnostique. D'abord, il est très important de préciser le pourquoi de ce cours, afin que nous puissions avancer de manière consciencieuse et objective. En réalité, comme nous l'avons déjà mentionné, la gnose est l'étude de soi-même, la connaissance de soi-même et de l'univers, ainsi que des mystères qui régissent notre existence matérielle et immatérielle. Et qui dit connaissance des lois, dit connaissance des conséquences de ces lois, connaissance de la manipulation parfaite de ces lois et connaissance de tout ce que cela peut impliquer. Et lorsque nous parlons déjà de la manipulation des lois, à notre guise, nous faisons ici référence à ce que nous pouvons appeler la magie, c'est-à-dire l'art de provoquer les résultats simplement dans l'application des lois de l'existence. Voilà. Il est donc important pour nous de connaître, si nous voulons rentrer dans le magistère, nos états psychologiques. Parce que vous êtes sans ignorer que dans la vie, il existe cette dure loi qui impose que dans chaque chose, il y ait une forme de dualité. C'est-à-dire un côté positif et un côté négatif. Alors, pour rentrer dans le magistère, il faudrait donc savoir dans quelle polarité nous allons appartenir, quel sera nos objectifs, qu'est-ce qui motive notre décision. L'objectif principal de la gnose est de pouvoir un jour atteindre l'éveil de la conscience, l'autoréalisation intime de soi et pour finir, l'absolu. Cela demande donc que nous puissions automatiquement utiliser les lois de l'univers, utiliser la magie dans le sens de nous diviniser et non dans le sens de satisfaire nos basses passions animales. Alors ce cours est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce cours nous permet de mieux nous auto-connaître, notamment nos états psychologiques. Connaître qui nous sommes en réalité, connaître exactement l'origine de nos pensées, l'origine de nos envies, comprendre la personne que nous sommes. Ceci est très important parce que il y a une légende sagesse qui dit que homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Vous comprenez donc qu'il est impossible de prétendre connaître l'univers, ses lois, ainsi que les divinités qui gouvernent cet univers, si nous n'avons pas au préalable un minimum de connaissances sur nous-mêmes. Donc ce cours est extrêmement capital et décisif pour toute personne qui souhaite cheminer véritablement et avoir des résultats tangibles dans nos études anthropologiques. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet. Déjà, quand nous parlons de psychologie, il faut bien entendre le fait que la psychologie est une science ancienne qui existe depuis la nuit des temps et qui est même enseignée au sein des établissements reconnus, des universités et des écoles. La psychologie est donc cette science-là qui a pour objectif d'étudier de façon très parfaite et assez précise la psychologie, la psyché, les états psychologiques de l'être humain. Lorsque nous parlons donc de psychologie révolutionnaire,
ou de psychologie gnostique, il s'agit ici donc d'une connaissance, d'une vision, d'une conception beaucoup plus ésotérique de la psychologie. Il s'agit d'une étude anthropologique basée sur les états d'être, sur les états psychologiques et tout ce qui rentre dans la psychologie ésotérique de l'être humain. Il s'agit donc ici d'une connaissance profonde qui permettra à tout un chacun de nous de mieux rentrer au-dedans de lui-même afin de reconnaître ses défauts, ses erreurs, ses qualités, ses manquements et tout ce qui est en rapport avec sa propre psychologie mystique. Contrairement à la psychologie conventionnelle qui est enseignée dans les instituts, la psychologie révolutionnaire et gnostique que nous étudions dans nos études anthropologiques est objective en ce sens que nous, par cette psychologie, nous allons arriver à pouvoir déceler les causes, les origines de nos pensées, de nos besoins, de nos envies, afin de pouvoir, de façon très pratique, arriver à nous sanctifier, arriver à connaître le pourquoi nous sommes attirés par telle ou telle chose et à pratiquer la vertu. Parce qu'en réalité, la psychologie qu'on enseigne dans les instituts permet juste d'étudier le caractère psychique d'un individu, mais ne propose pas des clés pratiques afin que l'individu puisse améliorer ses conditions de vie pour ce qui est de la morale et de ce qui est de la vertu. Pourquoi? Parce que on nous dira toujours comment nous devons nous comporter dans la société. On nous dira toujours ce qu'il faut, ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bon à faire. Mais on ne nous enseignera jamais à l'école comment est-ce que nous pouvons, si nous avons déjà développé par exemple une dépendance, comment est-ce que nous pouvons procéder afin de pouvoir nous séparer progressivement de cette dépendance. Donc la psychologie gnostique est une science très objective. D'entrée de jeu, donc dans cette étude psychologique, il y a deux concepts fondamentaux qui vont guider nos études et qui définissent de façon très propre et très parfaite ce que c'est qu'un individu ou alors une personne dans le sens ésotérique de son existence. Ces deux concepts sont d'une part l'essence et de l'autre part l'ego. L'essence, en réalité, de la manière que nous existons, nous sommes une émanation du grand tout. Nous sommes une émanation du divin. Et c'est cette émanation directe du divin qui constitue ici l'essence. C'est cette essence qui émane du divin afin de pénétrer dans les différents rayons de la création pour ensuite devenir une âme qui va maintenant donc s'incarner dans les plans de manifestation et exister en tant qu'individu. Donc, nous devons considérer notre essence comme partie intégrante de notre individualité. Nous devons également considérer les égos ou l'ego. L'ego, en réalité, est l'ensemble des défauts, des agrégats psychiques que nous allons emmagasiner dans notre parcours existentiel et qui va définir un autre concept que nous aurons la possibilité d'étayer plus tard, notre personnalité.
Donc l'essence est notre être véritable, est notre existence, notre origine réelle. Et c'est l'essence qui est l'émanation divine. Et cette essence va donc évoluer, passant par les différents rayons de la création, pour devenir une âme qui va plus tard s'incarner en tant qu'un individu, en tant qu'une personne ou peut-être un animal. Mais nous sommes ici dans l'étude psychologique des êtres humains. Alors, une fois que nous sommes donc incarnés, il y a d'une part l'essence qui vient s'incarner et d'autre part il y a l'ego qui va se former. Il est donc important pour nous de comprendre qu'il est capital et urgent de lutter contre cet ego parce qu'à la base nous sommes l'essence, nous sommes une émanation du divin. Et donc s'il y a les égos qui viennent s'entourer, parce que définissons d'abord ce que c'est que l'ego. L'ego, c'est l'ensemble des agrégats psychiques, les défauts, le moi psychologique. Donc si nous sommes une émanation du divin, il faut donc comprendre que l'ego est ce qui vient entacher cette émanation, ou alors est ce qui vient se greffer à cette essence-là et se nourrit maintenant de certaines énergies, de cette essence, pour continuer de forger notre personnalité et d'exister. Ainsi donc, il est capital pour nous de comprendre, d'étudier profondément l'ego à l'intérieur de nous et de savoir désintégrer cet ego afin de pouvoir laisser l'essence s'exprimer, afin de pouvoir laisser cette émanation divine qui nous caractérise et qui est notre véritable origine, notre véritable existence, s'exprimer pleinement en nous. Nous avons tellement été corrompus au fil du temps, tant et si bien que à l'heure où nous sommes d'être humains normal, entre guillemets, se retrouve avec 3% d'essence, 3% des manifestations d'essence et 97% d'ego. C'est-à-dire que, en d'autres termes, 97% de notre essence est embouteillée dans les égos, dans l'ego. Et nous n'avons plus que 3% d'essence qui existe, c'est-à-dire qui se manifeste en fait, parce que tout le reste du pourcentage de l'essence là, de l'essence existe, mais est embouteillé par l'ego à 97% chez la plupart des êtres humains. Malheureusement, il y a quelques individus qui se retrouvent avec 2%, parfois 1%. Et ce sont ces individus qui sont prêts à tuer leurs frères, à détruire les autres pour pouvoir satisfaire leur propre bonheur. Ce sont eux-là que nous voyons d'ailleurs qui sont prêts à agresser, à tuer toute une famille. Ce sont ceux-là qui dirigent les pays, les gouvernements, et qui sont prêts à détourner des argents qui sont destinés à l'épanouissement des autres pour leur propre satisfaction personnelle et inutile même parfois. Donc lorsque quelqu'un arrive à un degré de perversion, cela voudrait tout simplement dire qu'il est descendu en dessous des 3% de l'essence. Les 3% de son essence, c'est-à-dire que son ego a gagné du terrain, a embouteillé davantage son essence. Et donc dans le même sens, les personnes qui ont plus de 3% d'essence sont des personnes les plus vertueuses, qui parfois sont prêts à se sacrifier pour les autres, qui parfois manifestent des compétences d'intelligence, des compétences de faculté, des dons, de clairvoyance, la clairaudience, la compréhension des mystères, la compréhension des sciences et autres.
Donc l'objectif ici est de pouvoir faire gagner du terrain à notre essence, à notre nature divine, au détriment des égos, afin de pouvoir manifester les pouvoirs, les facultés, afin de pouvoir comprendre les sciences, comprendre réellement l'univers et plus tard nous auto-réaliser. L'ego donc, en tant que parasite, l'ego qui va donc venir parasiter les sens, va donc forger au fil du temps notre personnalité à partir des 7 premières années de notre naissance. C'est à partir des 7 premières années de notre naissance que notre personnalité va se forger. Vous allez voir par exemple un enfant tout nouveau-né, il est très merveilleux, très resplendissant, sa beauté attire, sa pureté donne envie de le tenir dans ses bras. Mais au fur et à mesure qu'il va grandir, il y a l'ego qui va venir se greffer. Cet ego va commencer à consommer l'essence et en modélisant la personnalité de cet enfant. À 3 ans, l'enfant commence à développer l'esprit du mensonge, c'est-à-dire à nier les faits. Lorsqu'il a commis des erreurs, commence à apprendre à nier pour se protéger, ainsi de suite, ainsi de suite. La personnalité va donc se créer. Et cette personnalité aussi est influencée par l'astrologie ésotérique. Pourquoi? Parce que nous tous sommes influencés par les astres. Et ces astres contribuent aussi à modéliser notre personnalité. Voilà pourquoi on a catégorisé 12 familles de personnalités. Parmi les 12, et ces 12 familles sont tous représentées par une des 12 constellations du zodiaque. Vous allez voir que les Gémeaux, en général, ils ont la même personnalité. Vous allez voir que les Taureaux, en général, ils ont la même personnalité. Vous allez voir que les Capricornes, en général, ils ont la même personnalité. Il est donc important pour nous de connaître quelle est notre personnalité en fonction de notre signe astrologique, afin de connaître les défauts, les potentiels défauts et les potentielles vertus, pour que nous puissions éliminer les défauts au détriment des vertus. D'où l'importance de ce cours. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'astrologie ésotérique, nous allons nous limiter à des concepts purement psychologiques. Donc la personnalité est donc notre existence, c'est-à-dire est donc cet élément-là qui va se forger à partir donc de la manifestation de l'ego, les habitudes, les envies, les décisions, les croyances et autres. C'est tout ça qui va définir notre personnalité. Et cette personnalité, bien entendu, pour ceux qui maîtrisent la spiritualité à un niveau bien élevé, peuvent vérifier que cette personnalité va devenir au fil du temps une forme d'entité. C'est-à-dire après la mort, cette personnalité devient une entité vivante, indépendante de notre âme. Parce que lorsque nous allons mourir, il y a deux choses qui vont rester au tombeau. Il y a le corps physique et il y a également la personnalité. Et c'est cette personnalité qui va se désintégrer au fil du temps. Mais lorsque certaines personnes, les pseudo-spiritualistes qui ne maîtrisent pas certaines choses, vont venir faire des pratiques là au niveau du tombeau du défunt, ils vont penser rentrer en contact avec l'âme du défunt, mais pourtant c'est sa personnalité qui est en réalité le fantôme. C'est ça qu'on appelle le fantôme. Et c'est cette personnalité qui garde les informations relatives à la vie de cette personne. Voilà pourquoi les initiés, au moment de la mort, il existe un rituel qu'un initié peut faire pour désintégrer sa personnalité, pour que lorsque quelqu'un vient dans sa tombe là, il n'y ait pas de fantôme disponible. Parce que les fantômes, les personnalités sont aussi des instruments puissants que les mages noirs utilisent pour faire du mal. Oui. Donc la personnalité est donc ténébreuse. Pourquoi? Parce que cette personnalité est
forgés par l'ego, l'ensemble de nos défauts, l'ensemble de nos croyances, l'ensemble de nos perceptions, l'ensemble de nos envies que nous avons développées au fil de notre vie. Et à notre mort, cette personnalité va tenter de survivre. Cette personnalité, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, moi, je me nomme Stéphane, lorsqu'on va appeler Stéphane, il y a cette personnalité qui veut s'exprimer et il n'y a que 3% d'essence. C'est-à-dire, je m'identifie à mes envies, je m'identifie à mes croyances, je m'identifie à mes perceptions, c'est-à-dire ma personnalité, en fait, c'est ma personnalité. Et là, cette personnalité à la mort veut continuer d'exister. Donc, il y a donc l'âme, cet embryon d'âme que nous avons, parce qu'en réalité, nous ne possédons pas notre âme. Nous avons juste 3% d'essence, et donc nous avons 3% d'âme. Et donc, ces 3% là vont chercher maintenant à continuer le voyage. Ça ne va pas rester sur place, ça va continuer le voyage. Mais maintenant, c'est la personnalité qui va rester au niveau de la tombe. Et tous ceux qui vont aller faire les rituels sur la tombe, pensant avoir accès à l'âme du défunt, en réalité, ils ont accès à son fantôme, c'est-à-dire à sa personnalité. Voilà pourquoi des médiums vont vous effrayer en disant qu'ils entrent en contact avec les défunts de vos familles et vous révèlent des informations relatives à ces défunts. Pourquoi? Parce que c'est la personne, ils entrent en contact avec la personnalité de ce ténébreux. Et cette personnalité n'est pas divine. C'est purement l'aspect humain, la personnalité de ce défunt. Et qui n'a rien à voir avec quelque chose de louable et de vénérable. Il faut donc comprendre que chaque individu se définit par son niveau d'être. Et ce niveau d'être va aussi conditionner sa personnalité et définir quel pourcentage d'essence il peut manifester et pour quel pourcentage d'essence sera embouteillé dans l'ego. L'être est donc ce qui a été, qui est et qui sera toujours. Parce que l'être, c'est notre véritable existence. Et cet être-là peut se manifester à des niveaux, dépendamment de comment nous allons pouvoir dissoudre les égos. Il est alors important pour nous de comprendre très parfaitement que les phénomènes qui se passent à l'intérieur de nous ont une corrélation parfaite avec les phénomènes qui se passent à l'extérieur de nous. Par exemple, je vous ai dit tantôt que nous sommes influencés par les astres. Une personne, par exemple, qui est née sous le signe du taureau, ou prenons par exemple le signe du scorpion, c'est-à-dire que le jour de sa naissance, les astres avaient une certaine prédisposition dans l'espace. C'est-à-dire notre soleil se trouvait précisément dans la constellation du Scorpion au jour où il est né. Et il y avait aussi les autres astres qui définissent notre astrologie ésotérique qui avaient aussi des positions bien précises. Ces positions-là auront des conséquences dans la personnalité de cet individu qui est né sous ce signe. Et dans toutes les personnalités des personnes qui naissent lorsque les astres sont positionnés à ces endroits-là, à la constellation du Scorpion. On dit que tous sont des scorpions parce que lorsqu'ils sont nés, les astres qui définissent notre astrologie ésotérique étaient positionnés dans la constellation du Scorpion, c'est-à-dire le soleil était positionné exactement dans la constellation du Scorpion. Et donc, ces positions-là sont en rapport avec certaines énergies, certains astres qui influencent
les différents rayons d'activité de notre vie. Et donc, lorsque le soleil se trouve précisément dans cette constellation-là, les astres de cette constellation émettent la plus grande influence dans leurs rayons d'activité. Par exemple, la constellation du Scorpion régit la sexualité. Lorsque le soleil se trouve dans cette constellation-là, vous allez constater donc qu'il y a des faits divers qui sont beaucoup plus en rapport avec la sexualité. Le monde se trouve en activité, beaucoup plus dans le rayon de la sexualité. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de règlements de compte, des rancunes qui se passent. Suivez les actualités selon le calendrier ésotérique et vous allez constater par vous-même que ce que nous sommes en train de dire sont des faits réels. Et donc quelqu'un qui est né sous l'influence astrologique du Scorpion, cette personne aura une tendance à manifester il aura une sexualité très prononcée déjà dans sa personnalité. Il aura une sexualité très prononcée. Pourquoi? Parce que le soleil était orienté dans l'astre, dans la constellation. Le soleil était positionné exactement dans la constellation du Scorpion pendant qu'il est né. Et donc, le rayon d'activité du Scorpion va dominer dans sa personnalité. C'est la même chose lorsque le soleil entre dans la constellation prenons par exemple la constellation du Capricorne qui est gouvernée par Saturne. Alors le soleil va la Terre va être bombardée par les énergies de Saturne, les énergies du Capricorne. Et les énergies du Capricorne sont le travail. Vous voyez donc la rigueur. Vous voyez que quelqu'un qui va naître sous le signe astrologique du Capricorne, cette personne va donc manifester dans sa personnalité les caractéristiques liées au rayon d'activité des énergies du Capricorne. Et vous allez constater que pendant cette période où nous entrons dans le mois du Capricorne, où le soleil est positionné exactement dans la constellation du Capricorne gouverné par Saturne, il y aura dans les faits divers les informations auront beaucoup trait au rayon d'activité de cette constellation-là. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des décisions d'engager par exemple des financements pour résoudre telle situation dans les pays. Il y a ceci, il y a cela. Donc il y a les activités que nous vivons sur la terre sont gouvernées par les astres. Lorsque les astres prennent une position, les humains prennent un comportement qui correspond à la position des astres. Cela a été vérifié et observé par les anciens depuis la nuit des temps. Et de la même manière que lorsque quelqu'un naît dans un signe astrologique, lorsque les astres sont positionnés à une certaine position, cela va définir sa personnalité. Cela va influencer en grande partie sa personnalité. Ainsi donc, nous comprenons de façon très parfaite que ce qui est à l'intérieur est exactement comme ce qui est à l'extérieur. Une des raisons pour lesquelles nous devons absolument lutter pour désintégrer nos égos et dissoudre notre personnalité afin que se manifeste l'essence, afin que se manifeste le divin en nous, c'est que l'univers est régi par cette loi merveilleuse. Une loi
instructrice qui fait que tout se répète. Certaines personnes parmi vous vont constater que leur vie est coincée dans une boucle d'événements qui se répètent. Cela est en rapport avec votre propre psychologie personnelle. Pourquoi? Parce que l'univers est un grand enseignant qui ne va cesser de nous répéter la même leçon tant que nous n'avons pas compris. Cela voudrait dire que si vous avez un défaut en particulier, vous n'aimez pas par exemple qu'on vous rabaisse, vous avez le défaut de l'orgueil. Sachez que à chaque fois que vous allez manifester ce défaut, les choses vont se répéter pour vous. Les choses vont se répéter jusqu'à ce que vous compreniez qu'il ne vous est pas utile de conserver cet état d'esprit orgueilleux, qu'il ne vous est pas bénéfique d'être orgueilleux, parce que les choses vont se répéter autant de fois. Et cela va même jusqu'à se reproduire dans votre vie quotidienne. Ça, ce n'était qu'un petit exemple. Voilà. Tout ce que nous faisons dans la vie, le but de la vie, c'est de pouvoir comprendre et grandir dans ce que nous faisons. De pouvoir nous auto-réaliser. C'est ça le but ultime de l'âme en venant sur la terre. Et donc, l'univers va nous enseigner. Et la façon de l'univers de nous enseigner, c'est de reproduire les mêmes scènes à chaque fois. Si dans une situation qui s'est posée dans ma vie, je n'ai pas su prendre la bonne décision, sache que cette situation reviendra encore et encore dans ta vie. Et tu auras l'impression de vivre dans une boucle. Tu auras l'impression de vivre une récurrence. Parce que tu n'as pas les notions fondamentales de la psychologie révolutionnaire, de la psychologie gnostique, qui va t'amener à transcender cet état d'être, cet état de conscience erroné que tu as et qui fait de sorte que les choses se répètent dans ta vie. Alors nous allons vous faire comprendre que le gymnase psychologique, c'est-à-dire tout ce qui se remet dans notre psychologie, tout ce que nous faisons dans notre psychologie, constitue comme ça l'école de la vie. De par cette loi qui fait de sorte que tout se répète dans notre vie. Ainsi, par cette loi, le gymnase psychologique, c'est-à-dire les efforts psychologiques que nous faisons, constitue une très grande école de vie. Parvenu presque à la fin de ce cours, quoique nous n'avons pas pu tout dire, nous allons donc fournir des brochures disponibles sur la plateforme de Magra, sur le site officiel de Magra, qui seront des brochures en complément de ce cours important et capital pour ceux qui veulent avancer sur ce chemin initiatique. Ces brochures auront donc plus d'éléments afin de nous permettre de comprendre la psychologie ésotérique, la psychologie gnostique, la psychologie révolutionnaire et de l'appliquer dans notre vie quotidienne. Nous ne pouvons donc pas sortir de ce cours sans toutefois donner les techniques d'applicabilité et les clés qui vont nous aider à désintégrer l'ego. Pourquoi? Parce que nous avons précisé ici que ce cours est un cours purement objectif et pratique. Donc nous ne pouvons pas sortir de ce cours, de cette conférence, sans vous donner les clés et les techniques d'applicabilité que vous pourrez utiliser afin de commencer déjà à évacuer certains égos, à transformer votre personnalité. Il est donc important ici pour nous de rappeler ce que c'est que l'ego. Parce que, avant toute chose, il faut avoir une idée de ce que c'est que l'ego. L'ego est donc l'ensemble des agrégats psychiques, le moi psychologique, les défauts, les erreurs, les péchés. Donc, un ego constitue un péché
l'ego constitue l'ensemble des péchés ou un péché en particulier. Donc, la technique ou la méthode, la façon de pouvoir désintégrer un ego, c'est-à-dire un agrégat psychique, parce que vous pouvez commettre un péché aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que ce péché devient un ego lorsque ça devient récurrent, c'est-à-dire lorsque ça devient une habitude. En fait, l'ego, c'est l'ensemble des mauvaises habitudes, des défauts. C'est-à-dire, je suis par exemple quelqu'un qui a l'ego de la luxure. Il va de soi que je serai quelqu'un de très fornicateur, de très adultère. Et donc ça constitue un ego. Et déjà dès lors où vous commettez un péché, sachez que derrière ce péché, il y a un ego. Il y a un ego qui vous manipule. Et ces égos, dans le monde interne, pour ceux qui maîtrisent la haute spiritualité, savent que ces égos sont des entités. Derrière chaque défaut, il y a une entité terrible qui vous manipule. Lorsque nous arrivons à la toute première initiation des mystères majeurs, l'initié doit descendre dans la 9e sphère afin de couper la tête de la méduse et de combattre ses égos. Parce que il y a 3 dimensions de l'ego. La première dimension de l'ego est gouvernée par notre premier gardien du seuil, parce qu'il faut déjà le savoir. Nous avons 3 gardiens du seuil. Et ces 3 gardiens du seuil sont en réalité des entités ténébreuses qui s'opposent à notre être véritable. Et ces entités ténébreuses sont l'aspect négatif, l'antithèse de la divinité qui est en nous. Et cette antithèse gouverne les 3 degrés des péchés. Les 3 niveaux des péchés que nous avons. C'est-à-dire, nous avons le premier gardien du seuil qui est le gardien du seuil mondial, c'est-à-dire les péchés que nous commettons ici dans le plan physique sont gouvernés par cette entité-là. C'est lui qui est le chef de tous nos égos. Et donc, dans l'initiation des mystères majeurs, nous devons arriver, dans les initiations majeures, nous devons arriver à rentrer en corps astral afin de rencontrer, d'évoquer ce gardien du seuil et de le vaincre pour que ici dans le plan physique, nous puissions arriver à la sainteté. Mais avant ça, nous devons commencer d'abord à désintégrer l'ego ici dans le plan physique, ici et maintenant. Nous devons commencer à transformer notre personnalité pour pouvoir même avoir la possibilité de sortir encore à ça et se tenir devant notre gardien de seuil, devant notre propre démon pour le subjuguer. Et après lui, il y a le gardien du seuil du plan astral. C'est-à-dire que nous commettons les péchés ici dans le plan physique, mais aussi dans le plan astral, nous sommes pécheurs. Voilà pourquoi Jésus disait, nous péchons en pensée, par action et par omission. Ce sont les 3 dimensions du péché. Ces 3 dimensions sont gouvernées par un gardien du seuil, par une entité ténébreuse qui fait partie de notre constitution individuelle. Nous avons nos propres démons. Le diable là, c'est à nous. Et c'est lui que je suis en train d'écouter. Donc, le gardien du seuil du plan astral, nous devons également le vaincre. Et en dehors, parce que quelqu'un peut être fidèle à sa femme ici dans le plan physique, mais dans le plan astral, il est un adultère. Oui. Si nous voulons vaincre un défaut, nous devons le vaincre dans toutes les dimensions où il existe en nous. Nous devons vaincre la fornication dans le plan physique, nous devons vaincre la fornication dans le plan astral, nous devons vaincre la fornication dans le plan mental. C'est dans ces 3 dimensions-là que nous commettons ces péchés. Et nous avons donc 4 corps de péché. Le corps physique, qui est le premier corps du péché. Le corps éthérique, qui est aussi un corps de péché. Le corps astral et le corps mental. Voilà les 4 corps de péché que nous devons purifier. Et pour purifier ces 4 corps de péché, il y a 3 gardiens de seuil que nous devons vaincre. Et nous ne pouvons pas vaincre ces gardiens de seuil si nous n'avons pas commencé à appliquer ce que nous allons dire maintenant. Et personne ne peut s'auto-proclamer saint s'il n'a pas vaincu les 3 gardiens du seuil.
c'est-à-dire le gardien du seuil du plan physique, le gardien du seuil du plan mental, le gardien du seuil du plan astral d'abord, et enfin le gardien du seuil du plan mental. Parce que lorsque nous commettons un péché ici dans le plan physique, nous sommes coupables de ces péchés dans le plan physique, mais nous pouvons aussi être coupables de ces mêmes défauts dans le plan astral et dans le plan mental. Donc, lorsqu'on a vaincu le gardien du seuil du plan astral, il nous faut également vaincre le gardien du seuil du plan mental. Et c'est lui le plus dangereux, le plus terrible. Parce que quelqu'un peut ne pas être fornicateur dans le plan physique, ne pas être fornicateur dans le plan astral, mais dans le plan mental, dans ses pensées, il fornique. Et donc, il faut arriver à désintégrer le mal jusque dans la pensée. Ça, c'est un travail extrêmement ardent. Donc, nous allons donc libérer ici les clés, les techniques d'applicabilité qui vont permettre aux personnes consciencieuses et sérieuses de pouvoir travailler sur elles-mêmes. La première des choses qu'il faut faire pour désintégrer l'ego, le moi psychologique, les défauts, c'est d'abord l'auto-observation consciente. C'est-à-dire que nous devons être attentifs. Nous devons nous auto-observer. En associant à cette auto-observation la sincérité. Il faut être sincère envers soi-même. Il faut être honnête envers soi-même. Parce que toute personne qui se nie des choses n'est pas sincère envers lui et ne peut pas réussir dans ça. Donc, ce qu'il faut, la condition sine qua non pour arriver à pratiquer même cet exercice avec succès, c'est d'abord de commencer par être sérieux envers soi. Être honnête envers soi-même. Savoir reconnaître ses défauts personnellement. On ne demande pas d'aller se présenter devant un grand public et commencer à réciter tous ses défauts. C'est pas ce qu'on demande. Mais individuellement, d'être humble, honnête, de ne pas vouloir se mentir. Donc, la première chose, lorsqu'on cherche à désintégrer un ego, et déjà il faut comprendre que vous ne pouvez pas attaquer tous vos défauts en même temps. Il faut aller un à un. Donc, lorsque on constate qu'il y a un ego que nous voulons désintégrer, nous devons commencer d'abord par nous auto-observer de manière consciente. L'auto-observation consciente. C'est-à-dire à longueur de la journée, je dois m'auto-observer par rapport à ce défaut. Si ce défaut est par exemple la luxure, alors tout au long de la journée, je dois m'auto-observer par rapport à la luxure. Quelles sont les pensées luxurieuses qui traversent mon esprit? Quels sont les éléments qui activent cet ego de luxure en moi? Quels sont les endroits qui stimulent l'ego de la luxure en moi? L'auto-observation consciente. Et lorsqu'on va s'auto-observer, nous allons découvrir les éléments qui provoquent la luxure, les éléments qui provoquent les envies, les événements, les personnes à éviter, parce que généralement des égos sont animés par notre entourage, c'est-à-dire notre compagnie, la mauvaise compagnie. Et donc quelqu'un qui veut engager ce processus de transformation de soi-même doit déjà limiter les personnes qu'il cohabite. Pourquoi? Parce que en s'auto-observant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes que lorsque vous êtes avec eux, ils vous incitent à commettre certains erreurs, certains péchés. Ils vous incitent, ils nourrissent en vous certains égos, ils renforcent certains égos. Donc l'auto-observation consciente va vous permettre d'abord de comprendre les origines. Qu'est-ce qui vous a fait chuter? Qu'est-ce qui vous amène à chuter? Ça peut être votre téléphone portable. Lorsque vous êtes sur Facebook, il y a des gens qui balancent un tas de choses. Ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être une émission que vous regardez à la télé qui va stimuler en vous des appétits. Donc, l'auto-observation consciente consiste d'abord à être vigilant et attentif sur soi-même, sur ses actes, sur ses pensées. Il faut d'abord commencer à s'auto-observer pour connaître quelles sont les origines de cet ego. Qu'est-ce qui anime cet ego le plus? Et par la suite,
on pourra donc commencer à supprimer les 16 éléments un à un. Cela n'est pas un travail facile. Pourquoi? Parce que l'ego, lorsque l'ego n'est pas satisfait, cela entraîne immédiatement la souffrance. Nous devons déjà être engagés volontairement à cette pénitence. Voilà. La deuxième des choses à faire lorsque nous travaillons dans la désintégration de l'ego, c'est l'analyse. C'est-à-dire, il faut méditer. À chaque fois que vous vous auto-observez pendant la journée, avant de vous endormir, vous devez rester tranquille et rétrospecter votre journée afin de comprendre parfaitement les manifestations de cet ego à l'intérieur de vous. Il faut analyser, il faut méditer, il faut vous auto-observer une fois de plus, mais dans un état méditatif. Il faut méditer pour comprendre, parce que nous devons comprendre nos égos. Il faut comprendre. Nous ne demandons pas de juger les égos, mais il faut comprendre. Il faut comprendre le pourquoi du comment d'un ego. Qu'est-ce que cet ego? Comment est-ce que cet ego se manifeste? Quelles sont ses origines? Pourquoi est-ce que cet ego se manifeste? Il faut comprendre. Il faut comprendre un ego. Un ego qui n'a pas été compris, nous ne pouvons pas le désintégrer. Voilà. Il faut comprendre un ego. Et dans cette compréhension doit s'associer le repentir. Donc, la deuxième chose à faire, c'est la compréhension de cet ego. Il faut comprendre un défaut. Il faut comprendre parfaitement un défaut. Et il faut s'en repentir. À chaque fois que nous constatons que nous avons été sous l'emprise de cet ego, nous devons nous repentir d'avoir été faibles. Nous devons demander sincèrement pardon. Nous devons accepter notre erreur. Et une fois que tout ceci a été fait, on peut donc passer à l'élimination proprement dite du défaut. Et l'être humain ne possède pas le pouvoir et la force, la manière qu'il n'a que 3% de sens de déraciner l'ego et désintégrer le moi psychologique, de détruire un péché en lui. Non. Mais il y a la divinité dans sa manifestation, dans sa polarité féminine, qui a ce pouvoir en nous. Et chacun de nous a la possibilité de faire appel à la divine mère afin de pouvoir libérer son être d'un défaut en particulier. Mais il faudrait au préalable que les deux étapes précédentes soient effectuées minutieusement. C'est-à-dire que avant d'invoquer la divine mère pour qu'elle vienne désintégrer un ego en vous, vous devez au préalable à vous être auto-observé suffisamment. Pas pendant un jour ou 2 jours, 3 jours. Pendant au moins 1 mois ou 2 à 3 mois que vous vous auto-observez par rapport à ce que j'ai dit. Et vous devez avoir compris suffisamment ou totalement, entièrement cet ego. Et après que vous êtes sûr et que vous savez que vous avez compris parfaitement cet ego et que vous vous êtes repenti des péchés qui en découlent de cet ego, alors vous pouvez faire appel à la divinité. Il y a donc une prière spécifique, une invocation particulière que vous allez faire en présence d'une bougie et des encens que vous allez prendre. Ceci est donc réservé à ceux qui vont suivre les cours que nous allons donner sur la plateforme officielle de Maghreb. Nous arrivons au terme de cette conférence. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et que l'être vous accompagne. Une fois de plus, paix révérentielle.